Au cours de la première émission d'une série consacrée à l'analyse et à la lecture des plus beaux textes fantastiques choisis dans les littératures les plus diverses, depuis l'apparition de ce genre d'écrits, situé vers le milieu du XVIIIe siècle, nous avons confronté deux auteurs. Le premier était l'allemand Hoffmann, musicien par goût profond, bien oublié, et conteur illustre malgré lui. Si illustre et si propagateur de diablerie, connu de tout le monde, que j'avais tenu à faire sortir du nombre relative une nouvelle musicale, Don Juan, où l'envoûtement naît de la seule musique, celle de Mozart, il est vrai, qu'Hoffmann aimait et subissait jusqu'à la transe. Le second écrivain était le français Gérard de Nerval, admirateur traducteur d'Hoffmann, mais à la recherche d'un fantastique bien de chez nous, dans la tradition de Rabelais et de nos conteurs baroques si prisés au grand siècle. Son récit, La main enchantée, dont nous avons écouté un premier fragment et dont nous allons connaître aujourd'hui la fin, est une variation ironique sur les méfaits de la sorcellerie. Il s'agit d'une œuvre de jeunesse, bien antérieure aux célèbres Filles du Feu et à ce chef-d'œuvre plus onirique que fantastique, Aurélia. Le Nerval de 1832 est un garçon heureux, riche, déjà bizarre, dont La main enchantée traduit à merveille l'insouciance douée. Marcel Schneider l'évoque en ces termes. Nerval a 26 ans. S'il n'évoque pas un franc Angélico comme Célestin Nanteuil, membre assidu du petit cénacle, ni un prince indien comme Gautier, ni un héros fatal et cadavéreux à la Byron, il a un grand front lumineux, des yeux noirs au charme enfantin, des cheveux blonds déjà clairsemés, mais qui bouquent encore un corps svelte. Il n'annonce en rien le Nerval des années 1850 qu'a popularisé la photographie de Nadar, avec sa figure bouffie, son regard traqué, sa graisse et son angoisse. Celui-là, c'est le prince déchu, c'est notre Nerval. Mais à cette époque, il s'habille comme un dandy, soupe chez Tortoni. C'est qu'il vient d'hériter 30 000 francs de son grand-père maternel et qu'il mène la vie de bohème dorée qu'on a baptisé depuis son livre La Bohème galante. Il veut une maison de poète, quelque chose de fastueux et de délabré, qui suggère un autre ordre et une autre richesse que l'ordre bourgeois, que la richesse des banquiers. À ce moment-là, Roger et son ami dénichent le doyenné. Ils s'y installent. Si le Moyen-Âge, alors en si grand honneur, se manifestait par des bahuts et des cathèdres, le XVIIIe siècle, honni par les jeunes France, avait été imposé par Nerval, qui, avec un goût infaillible et bien avant les Goncourt, avait acheté pour presque rien 2 panneaux de Fragonard, une maréchale de Lorentz et des tapisseries. Enfin, il avait accroché au mur 2 toiles d'un inconnu, Corot. Lorsque Rogier eut restauré les plafonds peints, les trumeaux, les grotesques et les rocailles, le salon du doyenné fut en état de recevoir des hôtes de marque. Nerval raconte avec complaisance quel souper, quel bal, quel divertissement on y donna, tant qu'à la fin les propriétaires de l'hôtel et les paisibles gens de l'impasse réclamèrent l'expulsion des artistes chevelus. Le portrait de Nerval de 26 ans, ainsi campé, revenons à son histoire, dite par lui macaronique, de La main enchantée. Nous avons assisté déjà à la rencontre hasardeuse et fatale, sur le Pont-Neuf, d'un apprenti drapier, le naïf Eustache Boutroux, et d'un escamoteur, diseur de bonne aventure et même sorcier, maître Godin. Godin a prédit à Eustache une fin élevée, c'est-à-dire la mort par le gibet. Le drapier ne s'émeut guère, car pour lui son avenir est tout tracé. Il doit épouser Javotte, la fille de son patron, et il l'épouse en effet. Mais son bonheur commence d'être altéré par la présence encombrante d'un neveu de Javotte, l'arquebusier Joseph. Un soir d'énervement, le timide Eustache Boutroux sort de ses gonds au point de provoquer Joseph en duel. Le lendemain, Eustache, sa fureur retombée, ne sait comment se tirer du guêpier où il s'est fourré. L'idée lui vient d'aller consulter le sorcier en son repère du château Gaillard et d'obtenir un secours magique. Maître Godin le lui fournit en infusant à la main inexperte du drapier une force redoutable. Mais n'anticipons pas et retrouvons face à face les duellistes sur le pré. Le drapier ne put se garder d'un certain mal de cœur quand son adversaire lui fit le salut d'armes qu'il ne rendit point. Il demeurait immobile, tenant son épée devant lui comme un cierge et si mal planté sur ses jambes que le militaire, qui au fond n'avait pas le cœur mauvais, se promit bien de ne lui faire qu'une égratignure. Mais à peine les rapières se furent-elles touchées
qu'Eustache s'aperçut que sa main entraînait son bras en avant et se démenait d'une rude façon. Pour mieux dire, il ne la sentait plus que par le tiraillement puissant qu'elle exerçait sur les muscles de son bras. Ses mouvements avaient une force et une élasticité prodigieuses que l'on pourrait comparer à celle d'un ressort d'acier. Aussi, le militaire eut-il le poignet presque faussé en parant le coup de tierce, mais le coup de quarte envoya son épée à 10 pas, tandis que celle d'Eustache, sans se reprendre et du même mouvement dont elle était lancée, lui traversa le corps si violemment que la coquille s'imprima sur sa poitrine. Eustache, qui ne s'était pas fendu et que la main avait entraîné par une secousse imprévue, se fût brisé la tête en tombant de toute sa longueur, si elle n'eût porté sur le ventre de son adversaire. « Tudieu, quel poignet !» s'écria le témoin du soldat. « Ce gars-là en remontrerait au chevalier Torchaine. Il n'a pas la grâce pour lui, ni le physique, mais pour la raideur du bras, c'est pire qu'un arc du Pays de Galles. » Cependant, Eustache s'était relevé avec l'aide de son témoin et demeura un instant absorbé sur ce qui venait de se passer. Mais quand il put distinguer clairement l'arquebusier étendu à ses pieds et que l'épée fixait en terre comme un crapaud cloué dans un cercle magique, il se prit à fuir de telle sorte qu'il oublia sur l'herbe son pourpoint des dimanches tailladé et garni de passements de soie. Fut plusieurs jours sans sortir de chez lui, le cœur navré de cette mort tragique qu'il avait causée pour des offenses assez légères et par un moyen condamnable et damnable en ce monde comme en l'autre. Il y avait des instants où il considérait tout cela comme un rêve, et n'eût été son pourpoint oublié sur l'herbe, témoin irrécusable qui brillait par son absence, il eût démenti l'exactitude de sa mémoire. Mais une idée heureuse vint balayer toutes ces visions fourchues. Eustache se ressouvint du lieutenant civil, vieille pratique de son beau-père, et qui lui avait déjà fait un accueil assez bienveillant. Il se promit d'aller le lendemain le trouver et de se confier entièrement à lui, persuadé qu'il le protégerait au moins en considération de Javotte, qu'il avait vue et caressée toute petite, et de maître Goubard, dont il faisait grande estime. Le pauvre marchand s'endormit enfin et reposa jusqu'au matin sur l'oreiller de cette bonne résolution. Le lendemain, vers 9 heures, il frappait à la porte du magistrat. Le valet de chambre, supposant qu'il venait pour prendre mesure d'habit ou pour proposer quelque achat, l'introduisit aussitôt près de son maître qui, à demi renversé dans un fauteuil à oreillettes, faisait une lecture réjouissante. Il tenait à la main l'ancien poème de Merlin Cocaille et se délectait singulièrement du récit des prouesses de Balde, le vaillant prototype de Pantagruel, et plus encore des subtilités et larronneries sans égales de Chingar, ce grotesque patron sur lequel notre Panurge se modela si heureusement. Maître Chevassu en était à l'histoire des moutons, dont Chingar débarrasse la nef en jetant à la mer celui qui l'a payé et que tous les autres suivent aussitôt, quand il s'aperçut de la visite qui lui venait, et, posant le livre sur une table, se tourna vers son drapier d'un air de belle humeur. Il le questionna sur la santé de sa femme et de son beau-père, et lui fit toutes sortes de plaisanteries banales, touchant son nouvel état de marié. Le jeune homme prit occasion de ce propos pour en venir à son aventure, et ayant récité toute la suite de sa querelle avec l'arquebusier, encouragé par l'air paterne du magistrat, lui fit aussi l'aveu du triste dénouement qu'elle avait eu. L'autre le regarda avec le même étonnement que s'il eût été le bon géant Fracasse de son livre, ou le fidèle Falquet qui avait l'arrière-train d'un lévrier,
au lieu de mettre Eustache Bouteroux marchant sous les piliers. Car, encore qu'il eût appris déjà que l'on soupçonnait le dit Eustache, il n'avait pu donner la moindre créance à ce rapport, à ce fait d'armes d'une épée clouant contre terre un soldat du roi, attribué à un courteau de boutique, haut de taille, comme Gribouille ou Triboulet. Mais, quand il ne put douter davantage du fait, il assura le pauvre drapier qu'il ferait de tout son pouvoir pour assourdir la chose et pour dépister de sa trace les gens de justice, lui promettant, pourvu que les témoins ne l'accusassent point, qu'il pourrait bientôt vivre en repos et franc du collier. Maître Chevassus l'accompagnait même jusqu'à la porte en lui réitérant ses assurances. Quand, au moment de prendre humblement congé de lui, Eustache s'avisa de lui appliquer un soufflet à lui effacer la figure, un glorieux soufflet qui fit au magistrat une face mi-partie de rouge et de bleu comme l'écusson de Paris, de quoi il demeura plus étonné qu'un fondeur de cloches, ouvrant la bouche d'un pied ou deux, et aussi incapable de parler qu'un poisson privé de sa langue. Le pauvre Eustache fut si épouvanté de cette action qu'il se précipita aux pieds de maître Chevassus et lui demanda pardon de son irrévérence avec les termes les plus suppliants et les plus piteuses protestations, jurant que c'était quelque mouvement convulsif imprévu où sa volonté n'entrait pour rien et dont il espérait miséricorde de lui comme du bon Dieu. Le vieillard le releva, plus étonné que colère, mais à peine fut-il sur ses pieds qu'il donna du revers de sa main sur l'autre joue un pendant à l'autre soufflet, tel que les saints doigts y imprimèrent un bon creux où l'on aurait pu les mouler. Pour cette fois, cela devenait insupportable, et maître Chevassus courut à sa sonnette pour appeler ses gens. Mais le drapier le poursuivit, continuant la danse, ce qui formait une scène singulière, parce qu'à chaque maître soufflet dont il gratifiait son protecteur, le malheureux se confondait en excuses larmoyantes et en supplications étouffées, dont le contraste avec son action était des plus réjouissants. Mais en vain cherchait-il à s'arrêter dans les élans où sa main l'entraînait. Il semblait un enfant qui tient un grand oiseau par une corde attachée à sa patte. L'oiseau tire par tous les coins de sa chambre l'enfant effrayé, qui n'ose le laisser envoler et qui n'a point la force de l'arrêter. Ainsi, le malencontreux Eustache était tiré par sa main à la poursuite du lieutenant civil, qui tournait autour des tables et des chaises et sonnait et criait, outrés de rage et de souffrance. Enfin, les valets entrèrent, s'emparèrent d'Eustache Bouteroux et le jetèrent à bas, étouffant et défaillant. Maître Chevassus, qui ne croyait guère à la magie blanche, ne devait penser autre chose, sinon qu'il avait été joué et maltraité par le jeune homme pour quelque raison qu'il ne pouvait s'expliquer. Aussi fit-il chercher les sergents, auxquels il abandonna son homme sous la double accusation de meurtre en duel et d'outrage manuel à un magistrat dans son propre logis. Eustache ne sortit de sa défaillance qu'au grincement des verrous ouvrant le cachot qu'on lui destinait. « Je suis innocent !» cria-t-il au geôlier qui l'y poussait. « Oh, vertubleu !» lui répliqua gravement cet homme. « Où donc croyez-vous être? Nous n'en avons jamais ici que de ceux-là. » Eustache avait été descendu dans une de ces logettes du Châtelet, dont Cyrano disait qu'en l'y voyant, on l'eût pris pour une bougie sous une ventouse. Si l'on me donne, ajoutait-il, après avoir visité tous les recoins ensemble par une pirouette, si l'on me donne ce vêtement de roc pour habit, il est trop large.
Si c'est pour un tombeau, il est trop étroit. Les poux y ont des dents plus longues que le corps, et l'on y souffre sans cesse de la pierre, qui n'est pas moins douloureuse pour être extérieure. Là, notre héros put faire à loisir des réflexions sur sa mauvaise fortune, et maudire le fatal secours qu'il avait reçu de l'escamoteur, qui avait distrait ainsi un de ses membres de l'autorité naturelle de sa tête, d'où toutes sortes de désordres devaient résulter forcément. Aussi sa surprise fut-elle grande de le voir un jour descendre en son cachot et lui demander d'un ton calme comment il s'y trouvait. « Que le diable te pende avec tes tripes, méchant hâbleur et jeteur de sorts, lui fit-il, pour tes enchantements damnés. »« Qu'est-ce donc ?» répondit l'autre. « Suis-je cause pourquoi vous n'êtes pas venu, le 10e jour, faire lever le charme en m'apportant la somme dite ?»« Et savais-je aussi qu'il vous fallut si vite cet argent, dit Eustache un peu moins haut, à vous qui faites de l'or à volonté comme l'écrivain Flamel. »« Point, fit l'autre. C'est bien le contraire. J'y viendrai sans doute, à ce grand œuvre hermétique, étant tout à fait sur la voie. Mais je n'ai encore réussi qu'à transmuer l'or fin en un fer très bon et très pur, secret qu'avait trouvé le grand Raymond Lulle sur la fin de ses jours. »« La belle science, fit le drapier. Ça, vous venez donc m'ôter d'ici à la fin, pardigue, c'est bien raison. Et je n'y comptais plus guère. »« Voici justement l'enclohure, mon compagnon. C'est en effet à quoi je compte bientôt réussir que d'ouvrir ainsi les portes sans clé pour entrer et sortir. Et vous allez voir par quelle opération on y parvient. » Disant cela, le bohémien tira de sa poche son livre d'Albert le Grand, et à la clarté de la lanterne qu'il avait apportée, il lut le paragraphe qui suit. « Moyen héroïque dont se servent les scélérats pour s'introduire dans les maisons. On prend la main coupée d'un pendu, qu'il faut lui avoir acheté avant la mort. On la plonge, en ayant soin de la tenir presque fermée, dans un vase de cuivre contenant du zimac et du salpêtre, avec de la graisse de spondylis. On expose le vase à un feu clair de fougère et de verveine, de sorte que la main s'y trouve, au bout d'un quart d'heure, parfaitement desséchée et propre à se conserver longtemps. Puis, ayant composé une chandelle avec de la graisse de veau marin et du sésame de Laponie, on se sert de la main comme d'un martinet pour y tenir cette chandelle allumée. Et par tous les lieux où l'on va, la portant devant soi, les barres tombent, les serrures s'ouvrent, et toutes les personnes que l'on rencontre demeurent immobiles. Cette main, ainsi préparée, reçoit le nom de main de gloire. »« Quelle belle invention !» s'écria Eustache Boutroux. « Attendez donc. Quoique vous ne m'ayez pas vendu votre main, elle m'appartient cependant, parce que vous ne l'avez point dégagée au jour convenu. Et la preuve de cela est qu'une fois l'échéance passée, elle s'est conduite par l'esprit dont elle est possédée, de façon à ce que je puisse en jouir au plus tôt. Demain, le Parlement vous jugera à la hart. Après-demain, la sentence s'accomplira. Et le soir même, je cueillerai ce fruit tant convoité et l'accommoderai de la manière qu'il faut. »« Non, d'as !» s'écria Eustache, « et je veux dès demain dire à messieurs tout le mystère. »« Ah, c'est bon, faites cela. Et seulement vous serez brûlés vifs pour avoir usé de magie, ce qui vous habituera par avance à la broche de Monsieur le Diable. Mais ceci même ne sera point, car votre horoscope porte la hart, et rien ne peut vous en distraire. » Alors le misérable Eustache se mit à crier si fort et à pleurer si chaudement que c'était grande pitié. « Et là, mon ami cher, lui fit doucement maître Gonin, pourquoi se bander ainsi contre la destinée ? » »« Sainte dame, c'est aisé de parler, sanglota Eustache, et quand la mort est là, tout proche. »« Eh bien, qu'est-ce donc la mort ? Que l'on s'en doive tant étonner ? Moi,
j'estime la mort une rave. Un ancien disait, l'heure qui vous a donné la vie l'a déjà diminuée. Vous êtes en la mort pendant que vous êtes en la vie, car quand vous n'êtes plus en vie, vous êtes après la mort. Ou, pour mieux dire, et bien terminer, la mort ne vous concerne ni mort ni vif. Vif parce que vous êtes, mort parce que vous n'êtes plus. Qu'il vous suffise, mon ami, de ces raisonnements pour vous bien encourager à boire cette absinthe sans grimace, et méditez encore d'ici là un beau vers de Lucrétius dont voici le sens. Vivez aussi longtemps que vous pourrez, vous n'ôterez rien à l'éternité de votre mort. Après ces belles maximes quintessentielles des anciens et des modernes, subtilisées et sophistiquées dans le goût du siècle, Maître Gonin releva sa lanterne, frappa à la porte du cachot, que le geôlier vint lui rouvrir, et les ténèbres retombèrent sur le prisonnier comme une chape de plomb. Le matin de son exécution, Eustache, que l'on avait logé dans une cellule mieux éclairée que l'autre, reçut la visite d'un confesseur qui lui marmonna quelques consolations spirituelles d'un aussi grand goût que celles du bohémien, lesquelles ne produisirent guère plus d'effet. À 2 heures, il sortit du Châtelet, tremblant le grelot, en disant les patenôtres du singe, et fut conduit sur la place des Augustins entre les 2 arcades formant l'entrée de la rue Dauphine et la tête du Pont-Neuf, où il eut l'honneur d'un gibet de pierre. Il montra assez de fermeté sur l'échelle, car beaucoup de gens le regardaient, cette place d'exécution étant une des plus fréquentées. On assure que lorsque tout semblait terminé, et que l'exécuteur s'allait retirer chez lui, Maître Gonin se montra à l'une des embrasures du château Gaillard, qui donnait du côté de la place. Aussitôt, bien que le corps du drapier fût parfaitement lâche et inanimé, son bras se leva et sa main s'agita joyeusement, comme la queue d'un chien qui revoit son maître. Cela fit naître dans la foule un long cri de surprise, et ceux qui déjà étaient en marche pour s'en retourner revinrent en grande hâte, comme des gens qui ont cru la pièce finie, tandis qu'il reste encore un acte. L'exécuteur replanta son échelle, tâta au pied du pendu derrière les chevilles. Le pouls ne battait plus. Il coupa une artère. Le sang ne jaillit point. Et le bras continuait cependant ses mouvements désordonnés. L'homme rouge ne s'étonnait pas de peu. Il se mit en devoir de remonter sur les épaules de son sujet, au grande huée des assistants. Mais la main traita son visage bourgeonné avec la même irrévérence qu'elle avait montrée à l'égard de Maître Chevassus, si bien que cet homme tira, en jurant Dieu, un large couteau qu'il portait toujours sous ses vêtements, et en 2 coups abattit la main possédée. Elle fit un bond prodigieux et tomba, sanglante, au milieu de la foule qui se divisa avec frayeur. Alors, faisant encore plusieurs bonds par l'élasticité de ses doigts, et comme chacun lui ouvrait un large passage, elle se trouva bientôt au pied de la tourelle du château Gaillard, puis, s'accrochant encore par ses doigts, comme un crabe, aux aspérités et aux fentes de la muraille, elle monta, ainsi, jusqu'à l'embrasure où le bohémien l'attendait.